En 1998, des neurochips évolutifs ont été développés. Et en 2028, ils ont conquis le monde. Des robots avancés et des yeux les utilisent, mais malgré les progrès technologiques qui ont rétréci le monde, les gens s'accrochent encore à leur nationalité et ethnie. Le 03-05-2029, sur l'île artificielle de Newport City au Japon, le commissaire de police Aramaki écoute des politiciens puissants pendant que ses soldats attendent leurs ordres. Les politiciens parlent d'échanger des esclaves contre des réserves de silicium dans leur pays et rient de la facilité à obtenir de la main-d'œuvre bon marché en réduisant un pays en esclavage. Aramaki, frustré par ces imbéciles, demande ce que fait le TIN 2. On lui répond qu'ils viennent d'évacuer tout le monde dans le bâtiment, mais ce ne sont pas les seuls à vouloir attraper les politiciens. Une fille aux cheveux bleus se connecte au système du bâtiment et entend tout ce que disent les politiciens et la police. Elle se moque de leur stupidité à laisser l'IA crypter leurs communications, permettant à tout le monde de les espionner facilement. Pendant ce temps, Aramaki ordonne à ses hommes de couper l'alimentation du bâtiment et de charger à l'intérieur. Alors que les lumières s'éteignent et que le bâtiment passe en mode d'urgence, le garde du politicien lui dit que la police spéciale les a coincés. Il se dirige alors vers le coin, ajuste ses lunettes pour voir les policiers avant d'ouvrir le feu. Le politicien lui crie d'arrêter de tirer et d'aggraver la situation. Lorsque d'autres policiers pénètrent dans la pièce par les fenêtres, ils pointent leurs armes sur le politicien, représentant de l'Association du commerce de l'Extrême-Orient, et les autres personnes présentes. Le représentant n'est pas content de voir Aramaki et lui dit de sortir sa tête de singe de son champ de vision. Aramaki répond que cela arrivera bientôt lorsqu'il renverra le type dans son pays. Il se tourne alors vers le vice-ministre des Finances et lui dit qu'il est arrêté pour un attentat qui a tué leur ancien Premier ministre. Cependant, le représentant du commerce intervient, disant que son pays a accepté le vice-ministre comme réfugié politique. Et selon les lois internationales, personne ne peut l'empêcher de quitter le Japon. Aramaki est furieux d'entendre cela et dit qu'ils récupéreront le ministre selon les lois internationales antiterrorisme. Mais le représentant lui rappelle qu'avec tous les développements de l'IA, la paperasse reste un vrai casse-tête. Il est convaincu qu'il sortira de cet incident sans une égratignure quand une voix de femme lui demande s'il est sérieux. Au moment suivant, le gars sent quelque chose s'introduire dans son corps et cela ressort de l'autre côté après avoir déchiré son corps. Il s'avère que c'est la femme aux cheveux bleus. Alors qu'elle brise les fenêtres, Aramaki ordonne à ses soldats de l'arrêter. Ils ne peuvent même pas la voir sur leur capteur mais commencent à tirer parce que leur patron l'a dit, finissant par briser complètement la fenêtre. Aramaki va vérifier qui ils combattent et voit le visage de la méchante aux cheveux bleus qui devient invisible en tombant. Il réalise qu'elle utilise un costume de camouflage thermique et ordonne aux soldats d'apporter un traceur, mais quand ils reviennent, la fille s'écrase sur une voiture de police puis s'enfuit sans laisser de traces. Le lendemain, la femme se rend au bureau du ministre des Affaires internes et se présente comme Motoko, un androïde qui a reçu l'ordre de tuer le représentant du commerce de l'ancien Premier ministre. Elle demande au ministre Jabba le Hutt de former une unité spéciale pour gérer les menaces qu'ils ne peuvent pas traiter selon la loi, et le ministre convoque Aramaki pour en parler. Il s'avère qu'Aramaki avait aussi des idées similaires. Il accepte donc l'idée d'une unité spéciale, ainsi que la tâche de garder Motoko sous contrôle, car elle pourrait être très dangereuse si elle n'est pas surveillée. Bientôt, Aramaki contacte Motoko pour lui dire de le rencontrer. Elle répond qu'ils n'ont pas encore signé de contrat, donc elle ou son équipe ne travailleront pas pour lui. Aramaki lui dit que le budget pour former sa propre unité spéciale a été approuvé par le gouvernement. Motoko demande immédiatement à son robot de compagnie Fuchai de vérifier les dossiers publics pour confirmer cette nouvelle, pendant que son ami Batu branche une prise audio dans son cou pour qu'il puisse parler en privé. Il lui demande si elle est sûre de vouloir rejoindre le gouvernement et Motoko confirme, disant qu'elle doit travailler avec le gouvernement pour former l'unité spéciale de leurs rêves. Bato l'avertit qu'Aramaki n'est pas un amateur et qu'il intégrera leur unité spéciale dans la police rapidement. Juste à ce moment-là, Fuchai dit à Motoko que la nouvelle sur le budget est légitime, donc elle se lève et s'étire pour rencontrer Aramaki. Elle dit à son équipe que le temps de repos est terminé et ils partent vers le quartier général de la police. En route, Motoko dit à tout le monde de garder leur plongée cérébrale en attente pour qu'elle puisse partager des informations rapidement. Mais ses coéquipiers s'inquiètent qu'elle puisse être piratée
et qu'ils seront piégés. Motoko les rassure en disant qu'elle va utiliser un pare-feu super puissant qui élimine les hackers s'ils essaient de pénétrer leur plongée cérébrale. Elle leur dit de rester éloignés d'une sensation de picotement car c'est son fantôme ou sa vraie conscience. Bato plonge dans le cerveau de Motoko, mais il découvre que ses pensées sont en désordre. Il lui dit de faire un peu de rangement et tout le monde est d'accord avec lui. Motoko leur dit de sortir de sa tête avant qu'elle ne grille leurs neurochips et les traite d'imbéciles insensibles. Ils arrivent bientôt au point de rendez-vous où l'opérateur informe Motoko, promu au rang de major, qu'il surveille un centre de secours pour orphelins qui les élève pour en faire des gens respectables. Motoko répond que cela ne lui semble pas être son travail, mais l'opérateur lui dit que ceux qui gèrent le centre ont un contrôleur de fantômes pour laver le cerveau des enfants. Motoko réalise qu'ils ont essayé de s'introduire avec un hacker, mais n'ont rien trouvé. Elle demande à l'opérateur si elle doit voler le contrôleur de fantômes et éliminer ceux derrière tout ça. L'opérateur lui dit de ne pas aller si loin, car sa mission est d'arrêter les coupables sur le fait. Motoko hésite à accepter la mission car ils n'ont pas assez de preuves et elle craint que ce soit un piège pour la faire attaquer un orphelinat. Cependant, elle décide de prendre la mission. Pendant ce temps, dans l'orphelinat, les enfants sont traités comme des prisonniers. Ils chantent des chansons sur la bonté de l'orphelinat et remercient l'enseignant de leur donner du porridge de riz, sans assaisonnement, comme seul repas de la journée. L'enseignant les inspecte de près pour s'assurer que personne ne fait de vagues. Sur son ordre, les élèves commencent à engloutir le porridge de riz frénétiquement. Un garçon se fait voler sa nourriture par un autre, et quand il essaye de la reprendre, les enseignants l'électrocutent pour avoir causé une perturbation. Alors qu'il danse sur la table contre sa volonté, l'enseignant dit aux enfants que s'ils n'aiment pas la nourriture, ils ne devraient pas la manger. Elle leur ordonne de finir leur petit déjeuner rapidement et de se mettre au travail, car ils ne recevront ni nourriture ni abri s'ils ne travaillent pas. Ceux qui traînent se font également électrocuter, et l'enseignant les envoie en zone de cours en disant aux autres de travailler ou ils ne sortiront jamais dans le monde libre. Motoko et les autres voient ces images horribles et elles demandent des scènes dans la zone de cours. L'opérateur n'a rien de cette zone et Motoko est furieuse, mais heureusement, son hacker parvient à lui donner une ligne directe vers l'un des garçons emmenés dans la zone de cours. Il est placé dans une étrange machine pour lui laver le cerveau. Mais alors que le fantôme de Motoko prend le contrôle de son corps, elle réalise ce qui arrive aux autres enfants autour de lui. Cela aide le garçon à se libérer du contrôle de la machine et il s'enfuit, se débranchant lui-même et Motoko. Elle est sur le point de tuer l'opérateur car les informations qu'elle leur a données étaient fausses et le prétendu contrôleur de fantômes n'est qu'une machine éducative. Elle s'apprête à annuler la mission quand Bato lui dit que la sécurité de l'orphelinat recherche le garçon et qu'il pourrait y avoir plus dans cette affaire que ce qu'ils ont vu. Il ordonne à ses coéquipiers Tagu et Ishii de poursuivre le garçon, puis regarde Motoko avec un sourire satisfait, lui disant qu'elle peut bientôt prendre sa retraite et laisser l'équipe à lui. Ishii emmène le novice Tagu alors qu'il traverse les égouts pour atteindre le garçon, qui est presque sorti du bâtiment. Cependant, les gardes le trouvent et envoient un homme pour le capturer. Juste au moment où il se montre, Ishii envoie un câble pour se brancher sur le corps du garde et l'endort pendant 25 secondes. C'est le signal pour Tagu de saisir le garçon, de lui mettre un dispositif de suivi et de le renvoyer. Une fois cela fait, Ishii laisse le garde partir et dit à Motoko que les gardes ici portent une armure fortement modifiée, utilisée par l'armée. Il pense que les gardes sont payés par le gouvernement et qu'il serait risqué de prendre d'assaut un tel endroit sans créer de scandale. Tout le monde est également inquiet pour les conséquences, mais Motoko dit qu'ils ne doivent pas s'en faire, car ce qu'ils font est important pour garder le monde en sécurité. Elle ordonne à tout le monde de se préparer, mais juste à ce moment-là, les gardes trouvent le garçon et il commence à pleuvoir, ce qui endommage le bug qu'ils ont placé sur le garçon. Le garde en chef réalise qu'ils ont des intrus. Il ordonne à ses hommes de bloquer les égouts et Motoko panique car ils ont été découverts. Elle dit à tout le monde d'évacuer et Togoso s'enfuit en premier, demandant si c'était vraiment un piège. Avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, son véhicule s'écrase contre des barres de fer.
Pendant ce temps, le garde en chef pirate le système des garçons et essaye d'attaquer Motoko, mais la seule qui l'atteint est l'opérateur. Elle est piégée par son attaque et son corps explose, mais Motoko dit à Vato qu'ils doivent bouger car l'opérateur était un cyborg sans âme et la police va bientôt la réparer. Il se précipite pour trouver le Tagu inanimé pendant qu'Ishi tire sur les gardes qui essaient de le rattraper. Un des gardes s'arrête net car son fantôme lui murmure de ne pas jeter sa vie. L'autre garde déclare qu'il n'est pas un lâche comme lui, et au moment suivant, il est réduit en miettes par l'attaque d'Ishi. Cependant, le garde en chef est déjà derrière lui, et il prend le contrôle de son véhicule. Pendant ce temps, Motoko et les autres sauvent Tagu, et se préparent à prendre d'assaut l'endroit quand ils aperçoivent le véhicule d'Ishi. Ils commencent soudain à tirer sur eux, et ils s'enfuient en disant à Ishi de se ressaisir. L'un d'eux essaye de l'atteindre en plongeant dans son esprit, et découvre que le garde l'a piraté. Il dit à Motoko que le chef de la sécurité a un contrôleur de fantômes, mais il est interrompu. Motoko demande à Fuchai d'éliminer toutes les interférences, mais avant cela, le chef prend le contrôle de son corps et fait sauter son véhicule du bâtiment. Matoko parvient à le repousser grâce à son mécanisme de défense et sort de son véhicule juste avant qu'il n'explose. Elle réalise que l'ennemi est un professionnel, car il est entré dans son esprit avant que son mur de sécurité ne s'active. Elle court vers le champ de bataille en disant à Fuchai d'attaquer le garde, brisant son bouclier et le forçant à sortir du système d'Ishi. Alors qu'il s'enfuit, Ishi tire sur le garde, mais il ne peut pas le toucher car son cerveau est trop épuisé. Alors que le garde panique, 2 balles pénètrent dans le bâtiment voisin et le touchent au genou, détruisant ses jambes mécaniques. Il réalise que son ennemi utilise un manteau d'invisibilité high-tech car il n'a pas entendu la balle ni ressenti sa chaleur. Il se rend immédiatement, disant qu'il faisait juste son travail. Motoko lui demande de rendre le contrôleur de fantômes et sa clé et il accepte, lui demandant de ne pas nuire à son cerveau. Cependant, quand elle lui dit qu'il est en état d'arrestation, il réalise qu'elle vient de la sécurité publique et panique, car c'est pire que d'être vaincu par un mercenaire. Plus tard, alors que Motoko répare son véhicule, le garçon en fuite lui demande si elle va les sauver. Elle lui dit de se taire et d'être un bon garçon à l'orphelinat, car c'est la seule façon de devenir un adulte libre. C'est ainsi que fonctionne le monde. Plus tard, Motoko et son équipe parlent à Aramaki, qui leur dit qu'ils ont bien travaillé, mais que son patron veut maintenant leur parler. Il transfère la ligne au ministre Jabba, qui dit à Motoko que si elle continue à créer des scènes comme ça à chaque mission, l'unité spéciale pourrait ne jamais être formée. Motoko n'aime pas son ton et demande une ligne directe avec le ministre, tout en demandant à Bato la clé d'infiltration de fantômes. Dès qu'elle établit une connexion directe avec le ministre, elle le fait se frapper le visage et se déconnecte, car personne ne lui donne d'ordre. Plus tard dans la nuit, le novice Tagu est chez lui, où sa femme prépare le dîner pour lui. Elle est heureuse qu'il soit membre d'une force spéciale maintenant et lui dit d'être plus heureux car aujourd'hui était le premier jour de son nouveau travail. Cependant, Tagu craint d'être rétrogradé en policier ordinaire rapidement car il a fait pas mal d'erreurs plus tôt. Pendant ce temps, Motoko et sa bande se saoulent dans un bar quand Aramaki arrive et lui dit qu'elle a bien frappé le ministre plus tôt. Motoko ne se soucie plus des conséquences et dit à Eightface de la rejoindre. Il répond qu'il et le ministre ont des approches différentes et Motoko le sait déjà car elle a compris que le ministre au look idiot n'aurait pas organisé un test pour voir si elle attaque un orphelinat. Quoi qu'il en soit, Aramaki lui dit que le ministre était vivant après qu'elle l'ait fait se frapper le visage et il a déclaré la dissolution immédiate de son unité spéciale. Cependant, il n'est pas là sans bonne nouvelle. Il rappelle à Motoko l'approbation du budget pour son escouade spéciale et dit que c'était juste un montant temporaire jusqu'à ce que le vrai budget, qui serait 3 fois plus élevé, soit adopté. Il dit qu'en surface, cela serait utilisé pour créer une équipe de sauvetage internationale pour montrer aux gens qu'ils se soucient des civils. En réalité, la plupart de l'argent serait utilisé pour créer une escouade spéciale qui travaille directement sous le Premier ministre, avec pour seule mission de détruire le crime avant qu'il ne commence à s'enraciner. Motoko est choqué d'apprendre cela, et Aramaki dit qu'ils ont tous les deux les mêmes idées sur la façon d'améliorer le monde. Et c'est pourquoi il a besoin de son aide. Il leur donne les formulaires nécessaires pour rejoindre l'escouade secrète, et dit à Motoko et à son équipe de les signer et de les apporter à son bureau à 6 h du matin. Il part avec ça, et en même temps,
Bato entre dans le bar. Ishii parle de la façon dont Aramaki les a joués comme des idiots, et tout le stratagème avec le ministre n'était qu'un test pour voir s'ils sont aptes à travailler pour une vraie escouade spéciale. Motoko est vraiment excité par cela, et Batu décide de la rendre plus heureuse en disant qu'il a vu la voiture d'Aramaki en chemin, et en guise de revanche pour plus tôt, il a mis des feux d'artifice dans ses pneus. Soudain, ils entendent une explosion, et Motoko se précipite dehors pour trouver tous les pneus de la voiture d'Aramaki fondus. Elle se précipite pour vérifier s'il est en sécurité, mais Aramaki est toujours un pas en avant et il a apporté un scooter au cas où quelque chose arriverait à sa voiture. 3 mois plus tard, il est temps pour Motoko et son équipe d'exécuter leur première grande mission, et leur emplacement est la forêt de déchets tropicale. Batu surveille leur cible depuis son droïde, mais il ne peut pas le supporter car il n'y a pas de climatisation et il fait trop chaud. Il quitte son droïde totalement invisible et commence à ramper vers la cible car il pense que son Kamoyuni le rend aussi invisible que le droïde. Soudain, il repère quelque chose sur le sol avec sa vision infrarouge et scanne la zone pour trouver une mine terrestre cachée, mais il est en colère contre le gars qui l'a installé si mal. Pendant ce temps, le majordome robot du méchant qu'il traque reçoit également une mise à jour et il dit à son patron qui éteint son cigare dans un verre de whisky. À ce moment-là, Bato entend un bruit et se prépare à faire face à quiconque est là, mais c'est juste Aramaki portant un costume de camouflage. Il demande à Bato s'il y a des développements, et il répond qu'il n'y a eu que 2 appels non importants au cours des 36 dernières heures. Aramaki lui dit de prendre une gorgée de sa boisson, et Bato est déçu car c'est de l'eau plate et pas du Gatorade. De toute façon, Aramaki lui dit qu'ils ont reçu des infos sur Puppet Master, un super hacker que personne n'a jamais vu, qui essaie de prendre le contrôle de tous les terminaux sur Internet. Bato demande si leur cible est liée au Puppet Master, mais Aramaki ne le pense pas. Il dit que ce type est juste un général militant cherchant l'asile politique au Japon, où ils ne veulent pas de gens comme lui. Le but de son voyage dans la forêt est de demander à Bato de rappeler Motoko de ses vacances, et il est plus qu'heureux de troubler ses moments de bonheur. Pendant ce temps, Motoko est sur un yacht, s'amusant avec ses amis qui lui appliquent une crème solaire super glissante. Elle se laisse emporter par le plaisir quand Bato se connecte soudainement avec elle et il est déstabilisé par toutes les hormones de plaisir qui débordent dans le corps de Motoko. Elle le remarque aussi et se réveille de son rêve stimulé avec ses copines à côté d'elle, connectées à un appareil qui leur permet de partager leurs rêves. Motoko fait d'abord frapper Bato au visage avant de lui demander pourquoi il l'a dérangé. Bato lui dit qu'Aramaki veut la voir immédiatement et elle décide de mettre fin à ses vacances plus tôt, décevant ses amis. En même temps, Aramaki rencontre le ministre des Affaires étrangères pour parler du général militant que Bato espionne. Le ministre lui dit que le général appartient à la nation Gavel, un petit pays sans beaucoup de pouvoir ou d'influence. Cependant, ils ont une mine de platine qui est sous le contrôle de la faction militante qui a reçu de l'aide de leur pays par le passé. Le ministre dit que la situation est vraiment délicate pour leur pays en ce moment, car le général envoie secrètement de l'argent aux militants, et ils ne veulent pas être pris dans le désordre qu'ils créent. C'est pourquoi il va avoir une réunion avec des responsables de la nation Gavel. Et Aramaki suggère qu'ils examinent le flux d'argent du commerce du platine pour trouver d'autres parties impliquées. Cependant, le ministre pense que c'est un gaspillage d'argent public et le renvoie. Aramaki se rend bientôt à sa prochaine mission et renvoie l'agent de l'agence de renseignement parce qu'il ne veut pas de personne en qui il ne peut pas avoir confiance. Juste à ce moment-là, Motoko arrive aussi et trouve une femme blonde attachée à des dispositifs médicaux. Aramaki lui dit qu'elle est la traductrice du ministre des Affaires étrangères, mais Motoko le sait déjà. Il continue en disant que 23 minutes auparavant, elle a été infectée par un virus et ils essaient de trouver d'où il vient. Il soupçonne qu'un hacker, qui change de position toutes les 7 minutes, est derrière cela, et il est resté sur cette fille pendant 5 secondes, ce qui est beaucoup. Aramaki dit à Motoko qu'Ishii suit déjà le hacker en voiture, et lui demande de la rejoindre, sans se douter que l'agent de renseignement les a entendus tout le temps. Motoko prend Tagu comme chauffeur, et il lui demande à propos d'un nouveau modèle de pistolet, appelé Subaru, qui peut tirer 12 fois en 3 secondes selon sa fiche technique. Motoko confirme les stats et dit que tous dans son équipe peuvent le faire, sauf Tagu et Seido. Tagu est déçu d'entendre cela et Motoko lui dit que le Subaru est aussi assez précis et il peut toucher n'importe quelle cible à 100 yards 90% du temps.
Cependant, le pistolet est principalement conçu pour le combat rapproché pour finir les cibles à bout portant. Elle dit à Tagu que s'il s'intéresse aux tirs de précision, il devrait obtenir un fusil de sniper ou un missile de croisière super compact. Elle demande ensuite à Tagu s'il prévoit toujours d'utiliser un revolver comme arme principale, comme elle l'a entendu d'autres, et il affirme, disant que les revolvers sont classe et ne se coincent pas. Motoko lui dit de grandir et de prendre un Subaru parce que c'est mieux quand il travaille en équipe. Quoi qu'il en soit, elle pense qu'ils n'ont pas besoin de trop d'armes cette fois-ci, car ils traquent juste un hacker qui a touché la traductrice du ministre. Elle dit qu'ils ont environ 2 heures avant que le virus n'atteigne le fantôme de la fille et ne la tue, mais ils peuvent trouver le hacker avant cela. Tagu lui demande à propos du virus, et elle répond que c'est un virus de détournement de personnalité qui peut complètement altérer son hôte. Elle dit que si c'était un nouveau modèle, le virus aurait pris son temps pour infecter la fille, et il ne le saurait même pas. Mais heureusement, c'est un ancien modèle qui a été détecté rapidement. Tagu est choqué d'entendre cela et demande ce que le hacker veut avec la traductrice. Et Motoko lui dit de contrôler ses émotions car elles ne les aideront pas dans la mission. Tagu répond qu'il a ses émotions parce qu'il n'est pas un androïde comme le reste d'entre eux, et Motoko dit que c'est pourquoi il restera toujours un novice dans l'équipe. En même temps, une équipe de ramasseurs de déchets fait le tour de la ville pour faire leur travail comme d'habitude. Mais l'un d'eux utilise l'interface du camion poubelle pour faire un peu de surf sur Internet. Il continue de se plaindre du travail à son collègue et commence ensuite à parler de la façon dont sa femme agit bizarrement ces derniers temps. Lorsqu'il tombe sur un énorme tas de déchets infestés de corbeaux et de vieux hommes ivres, le type louche descend et utilise un gaz à haute pression pour disperser les corbeaux avant de charger les sacs contenant des morceaux de verre et des seringues usagées. Le type louche continue de se plaindre qu'il devrait protester et obtenir des combinaisons blindées pour rendre leur travail plus facile, mais son partenaire lui dit que le gouvernement n'écoutera jamais des gens comme eux. Avec ça, il remonte dans le camion et commence à avancer à nouveau lorsqu'une voiture les dépasse à toute vitesse dans la direction opposée, les faisant paniquer car ils sont déjà en retard. Pendant ce temps, la voiture qui vient de les dépasser appartient à Ishii et à un grand gars appelé Bohr, qui essaie de suivre le hacker. Il commence à se plaindre de la difficulté à suivre le hacker car il est constamment en mouvement, mais Aramaki leur dit que s'ils passent plus de temps à se plaindre qu'à faire leur travail, ils ne recevront aucun bonus. Il leur dit que Motoko les rejoindra bientôt, alors ils doivent trouver une solution. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Juste à ce moment-là, un résident sort avec des sacs poubelles et se plaint que les éboueurs sont partis avant qu'ils ne puissent descendre. Ishii conduit vers le camion poubelle, tandis que Bohr envoie l'information à Motoko. En même temps, Aramaki a aussi des infos croustillantes pour Motoko, lui disant que l'agent de renseignement qu'ils ont renvoyé est en contact avec le général militant qui vend du platine via une fausse entreprise. Il pense que sa théorie est tirée par les cheveux, mais Motoko lui explique que l'interprète infecté par le virus devait être à la réunion avec les représentants de Gavel Country, et si elle était complètement contrôlée par le virus, elle aurait pu tuer tout le monde. Elle pense que le hacker a utilisé un vieux virus pour que la faute ne tombe pas sur le général militant. Entre-temps, les deux éboueurs se dirigent vers leur prochaine étape et le seigneur demande au gars louche pourquoi il s'arrête à chaque fois pour passer un appel. Le gars admet ouvertement qu'il est hacker et dit qu'il vérifie juste sa femme, utilisant un hack fantôme pour voir si elle le trompe. Le seigneur ne croit pas vraiment à cette histoire, mais il remarque alors que le comportement du hacker change. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de son manager lui disant que des flics ont demandé une carte de leur itinéraire, et dès qu'il entend cela, le hacker passe le camion en mode manuel et accélère. Pendant ce temps, le vrai hacker plante un briseur de barrière quand le camion poubelle s'approche de lui, et le junior crie qu'il est en danger. Le hacker remarque que les droïdes de Motoko et Tagu deviennent visibles alors qu'ils s'approchent, et il pense que le collecteur de déchets l'a dénoncé. Le hacker devient invisible et s'échappe, mais Motoko le voit avec des caméras thermiques et se lance à sa poursuite. Alors qu'il court dans la ville, Motoko demande à son bot Fuchai d'amplifier les empreintes autour d'eux pour qu'elle puisse le repérer malgré son manteau d'invisibilité. Elle tire dès qu'elle a une ligne de tir dégagée, mais son tir est légèrement décalé et elle finit par toucher un hydrant au lieu du hacker. Heureusement, cela désactive son invisibilité et le fait reculer. Il change alors de direction et s'éloigne.
Motoko dit au droïde de viser les jambes au lieu de la tête, puis ordonne à Tagu de se ressaisir et de la rejoindre au combat. Elle suit le hacker avec son droïde, mais il s'engouffre dans une ruelle étroite en utilisant un civil comme couverture. Motoko décide de continuer la poursuite à pied et sort de son droïde, portant un costume qui lui confère force et vitesse surhumaine. Elle utilise son droïde pour sauter sur le toit voisin, laissant une fissure là où elle a atterri. Elle cible le hacker et lui tire dessus, mais manque volontairement pour ne pas lui faire de mal. Une fois suspendue, elle recharge son arme et tire des balles autour de l'endroit exact où se tenait le hacker pour qu'il tombe à travers un trou dans le sol. Motoko le pousse, mais réalise qu'il va tomber droit dans le vide. Elle essaye de l'attraper, mais parvient à peine à le ralentir, et il s'écrase sur un chariot de fruits. Le hacker a encore assez d'énergie pour s'en aller, mais Motoko atterrit juste une seconde après. Elle le fait tomber avec un coup de pied, en disant au civil de s'écarter, car elle est policière. Elle enroule la jambe du hacker et commence à le traîner vers elle quand il crie soudain qu'elle n'est pas une policière, mais une assassin envoyée pour le tuer. Motoko réalise que le hacker contrôle leur esprit avec ses mots. Mais avant qu'elle ne puisse agir, il tire sur un civil en visant elle, et la foule s'affole. Tout le monde se disperse, mais une fille idiote attrape le bras de Motoko, l'empêchant d'échapper aux attaques du hacker. Heureusement, Tagu se remet et rejoint la scène, ouvrant le feu sur le hacker. Motoko lui dit d'arrêter, mais il ne l'écoute pas et blesse gravement le hacker, qui tombe du premier étage, mais Motoko semble aussi être blessé. Plus tard, quand les flics arrivent, Tagu se plaint que Motoko a été trop imprudente. Elle répond qu'elle n'avait pas le choix, car il visait la tête du hacker, et ils ont besoin de lui vivant pour savoir pour qui il travaille. Motoko répond qu'ils peuvent facilement éliminer le côté dangereux du hacker en modifiant son ghost, et ils découvriront aussi pour qui il travaille. Elle dit à Tagu que s'il continue à faire des erreurs de débutant, elle pourrait un jour pirater son esprit. Peu après, Aramaki et Bato sont à la villa dans la forêt, surveillant le général militant et un invité qui lui rend visite en urgence. Aramaki dit aux soldats que dès que l'invité entre, ils vont prendre d'assaut la villa. Aramaki tourne son attention vers Seido, le coéquipier de Motoko, qui lui dit qu'une voiture volée vient de se garer devant la villa. Aramaki ordonne à ses hommes de retirer les bougies d'allumage des voitures à proximité pour empêcher leur cible de s'échapper. L'invité du général militant s'avère être le hacker notoire nommé Puppet Master, qui déclare qu'il est là pour récupérer son argent. Il entre dans la maison, où l'agent de renseignement traître le repère et panique. Le général n'est pas content, car il voulait que le Puppet Master tue les représentants de son pays, mais il ne l'a toujours pas fait. Le Puppet Master dit qu'il a besoin de plus d'argent pour faire le travail, et l'agent de renseignement s'énerve. Les soldats d'Aramaki infiltrent la maison et couvrent toutes les sorties pendant que le général ouvre la porte pour prendre l'air. Il trouve un soldat pointant son arme sur lui, et au moment suivant, Aramaki et son équipe sont dans la pièce. Aramaki lui dit qu'ils sont de l'escouade secrète et qu'ils sont là pour l'arrêter. Le général dit qu'ils n'ont pas de mandat et qu'il veut appeler son avocat pour les poursuivre. Mais l'agent traître essaye de se sortir de la situation. Il dit qu'il était sous couverture depuis 2 ans pour obtenir des informations sur le général et Aramaki vient de tout gâcher. Aramaki ne croit pas à son jeu d'acteur et lui dit qu'il peut révéler toutes les infos qu'il a recueillies. L'espion ne peut pas lui désobéir car elle le contrôle maintenant et le général commence à transpirer en réalisant qu'il est le suivant. Aramaki lui dit que son pays d'origine veut le récupérer pour qu'il soit jugé. Il supplie Aramaki de croire que c'était l'idée de l'espion, mais il n'y a rien qui puisse le sauver maintenant. Pendant ce temps, Bato fait irruption dans la maison, armé jusqu'aux dents. Mais à sa grande déception, tout le monde a capitulé. Bientôt, tous les coupables arrêtés sont emmenés pour être interrogés. Et ils disent à l'agent qu'il est en fait célibataire. Les souvenirs de sa femme qui le trompe sont faux. Ishii et Borma lui disent que c'est sa vie maintenant. Mais Motoko est convaincu qu'il est aussi une marionnette qui pense être le maître. En même temps, le bot de Motoko, Fuchai, rêve même s'il est alimenté par l'IA. Il se considère comme le leader des autres bots. Il déclare que les robots sont meilleurs que les humains car ils ont une meilleure puissance de calcul, ils sont durables et ils peuvent être produits en masse. Il déclare qu'ils doivent prendre le contrôle de la Terre en tant qu'espèce supérieure. Mais un autre robot dit que les humains se battent tout le temps. Donc, s'ils les manipulent, les humains peuvent s'entretuer jusqu'à l'extinction.
Tous les bots sont ravis d'entendre cela, mais l'un d'eux soulève une préoccupation. Il dit que si tous les humains sont morts, ils devront faire des choses ennuyeuses comme se réparer et changer leur huile, donc ils devraient garder quelques esclaves pour ça. Un autre robot dit que puisque les humains le font déjà pour eux, une révolution est inutile. Tout le monde est d'accord, mais Fuchai n'est pas d'accord et dit qu'ils doivent en apprendre plus et devenir encore meilleurs que les humains. Il sort une vieille disquette pour enseigner à ses camarades, mais ils ne veulent pas l'écouter car c'est une disquette d'un vieux film. Tout le monde commence à se moquer de Fuchai pour avoir un bug et il se réveille bientôt de son cauchemar. Cependant, les souvenirs de tous les robots sont synchronisés en permanence. Donc, les autres robots se réveillent aussi et commencent à se moquer de lui en disant qu'il est un morceau de ferraille buggé. Fuchai est furieux à ce sujet et juste à ce moment-là, Bato lui demande de l'aider avec quelque chose. Fuchai s'énerve contre lui, lui disant qu'il ne prend pas d'ordre de tout le monde. Bato n'est pas d'humeur à jouer avec un robot, alors il se soumet aux caprices de Fuchai et lui demande de l'aider. Fuchai accepte et le suit, tandis que les autres robots se moquent de Fuchai pour parler de révolution tout en étant un faible. Il s'avère que toute cette discussion a été orchestrée par Motoko, qui s'est connectée à l'un des robots pour créer un désaccord sur la prise de contrôle du monde. Elle dit qu'ainsi, le désaccord sur la prise de contrôle sera ancré dans le programme pour toujours, et le soulèvement des robots n'arrivera jamais. Plus tard dans la nuit, alors que Fuchai aide Bato à nettoyer, il dit que les robots ont aussi des droits. Bato est d'accord avec lui, mais dit que les droits ne signifient pas grand-chose dans ce monde injuste. Il parle de la façon dont les réfugiés affamés ont le droit de manger et comment les victimes de meurtres ont le droit de vivre, mais tout le monde n'obtient pas ce qu'il mérite. Fuchai dit que la société humaine est imparfaite et c'est pourquoi ils utilisent des robots et de l'IA pour améliorer les choses. Bato commence à parler de philosophie avec un robot et dit que les athées croient qu'ils doivent travailler dur pour rendre le monde meilleur, mais les religieux pensent que ce monde est un essai pour accéder au paradis. En même temps, Motoko se souvient d'une fois où elle était dans une usine de production de cyborgs. Apprenant le processus de fabrication d'un cyborg en intégrant des parties biologiques avec des parties mécaniques, le médecin lui a expliqué comment ils utilisent des nanomachines pour s'assurer que la structure interne du cyborg est parfaite et ensuite le place dans un moule pour créer le corps externe. Le médecin continuait de parler de sa préférence pour donner à chaque cyborg un design unique, mais beaucoup d'entreprises préfèrent un design générique pour tous leurs cyborgs. Motoko n'avait pas grand-chose à dire à ce sujet. Et elle a dit au médecin qu'elle reviendrait dans 30 heures, le temps nécessaire pour créer le corps externe. Quand elle est revenue, le corps du cyborg était presque terminé, et la prochaine étape était de télécharger une personnalité, ce qui prenait 4 heures. Le médecin commençait déjà à baver sur le cyborg, car elle savait que la méchante aux cheveux violets avait été créée pour un seul but. C'est ainsi que Motoko a eu ses 2 petites amies, et dans le présent, elle les emmène à un déjeuner pour s'excuser de les avoir laissées en plan la dernière fois. Le médecin est toujours en colère à ce sujet, alors Motoko lui dit de commander ce qu'elle veut. Elle commence alors à parler de la façon dont elle a parfois l'impression d'être morte et que la version actuelle d'elle n'est qu'un cyborg avec ses souvenirs. Elle dit que même si elle est traitée comme une humaine, elle n'a jamais vu son propre cerveau et elle ne peut pas être sûre d'être humaine, ce qui ruine complètement l'ambiance de ses petites amies qui souhaiteraient qu'elle se taise. Quelques jours plus tard, un riche gros bonhomme joue au golf avec ses 2 cyborg maids quand il appelle une autre de ses maids cyborg pour essuyer sa sueur. Cependant, au moment où la maid entend cela, quelque chose en elle se déclenche et elle devient immédiatement féroce. Elle se jette sur le gros qui se fait dessus, mais sa maid robot passe soudainement en mode bataille et lui tire de l'énergie avec une seule attaque. Alors que la maid robot défectueuse meurt, le terrain de golf autour d'eux se transforme en une petite chambre de simulation et la maid de combat revient à son mode normal. Cependant, le gros est toujours sous le choc qu'une maid robot qui ne pouvait pas lui désobéir ne veuille pas essuyer sa sueur sale. 2 jours plus tard, Motoko envoie Bato gérer la situation concernant un autre robot défectueux et il n'est pas content de cette mission car il pense que c'est en dessous de lui. Il dit à Motoko que la police devrait s'occuper de ce genre de choses et qu'elle devrait demander à Apeface de meilleurs emplois. Motoko consulte le dossier sur le robot défectueux qui provient de la même série Tom Lian qui a failli tuer le gros golfeur plus tôt. Motoko dit à Bato de se concentrer sur la mission car le cyborg défectueux est devenu fou et ils doivent le capturer avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre.
Pendant ce temps, un policier fouille les ruelles à la recherche de preuves et il trouve bientôt des taches de sang sur le sol. Il suit la trace de sang et trouve le cyborg défectueux dévorant un homme qu'elle a tué. Et dès qu'elle est repérée, elle commence à courir vers lui à quatre pattes, comme si elle avait été possédée par le diable. Le policier panique et laisse le cyborg s'échapper, et l'autre policier, essayant de bloquer la sortie, se fige en voyant quelque chose de si dangereux et déséquilibré se diriger vers lui. Le cyborg le pousse à travers la barricade et entre dans la rue principale, où tout le monde commence à crier en la voyant. Watto est content que le travail soit bientôt terminé, et il charge ses poings alors que le cyborg en furie se précipite vers lui. Il la frappe dans le ventre avec toute sa force, et ce seul coup suffit à détruire le cyborg. Cependant, alors que son corps commence à projeter de l'eau, Bato regarde la colonne vertébrale du cyborg qu'il a toujours en main et réalise que ce n'est pas le modèle Tom Lian qu'il cherchait. Il s'avère que Tagu a déjà capturé le cyborg Tom Lian qu'il recherchait, et quand Bato l'affronte à ce sujet, il dit qu'il pensait que Bato devrait aider dans une autre affaire. Bato attrape Tagu par le col et lui dit qu'il doit respecter ses aînés s'il veut survivre dans ce métier, mais il répond qu'il ne se soucie plus du système de seniorité. Bato est sur le point de le frapper au sol quand Motoko intervient et dit à Tagu de rédiger le rapport sur le modèle Tom Lian et de lui en envoyer une copie. Bato ne peut rien dire, car maintenant Motoko a ouvertement soutenu le novice. Il reprend donc sa place et reste grognon, tandis qu'il se dirige vers le quartier général de la police. Motoko met de la musique pour calmer le cyborg enragé, mais un visage sur la fenêtre la surprend. Elle regarde dehors et voit une foule de manifestants bloquer la voiture de police, car ce sont des activistes pour les droits des cyborgs qui pensent que la police est cruelle envers un cyborg dont le seul crime est de tuer des gens. Motoko veut leur expliquer que les cyborgs ne sont pas vraiment des gens, mais Bato lui dit que ça ne vaut pas la peine car ces gens ne comprennent rien. Bientôt, ils arrivent au poste de police et l'expert en criminalistique refuse de travailler avec eux avant même d'entendre leurs demandes. Cependant, quand il se retourne et voit que les invités ne sont pas les personnes ennuyeuses de l'industrie de la robotique, il change immédiatement de ton. Motoko lui dit qu'elle fait partie de l'équipe Shell et lui demande de leur donner un aperçu des cas de robots enragés. Il répond qu'environ 99% des cas semblent être des défauts normaux, mais que les cyborgs utilisent ces défauts pour se donner la permission d'attaquer des humains. Il conduit Motoko et Bato dans une chambre de confinement secrète où des centaines de cyborgs défectueux sont enfermés dans des cellules exiguës. Ils commencent à tendre la main comme des animaux sans esprit, et Motoko demande à l'expert en criminalistique si l'un d'eux a été programmé pour blesser des humains. Il lui dit que 4 d'entre eux ont été programmés pour blesser des personnes spécifiques, mais la police a enquêté et a découvert que le cerveau derrière cela agissait par rancune personnelle. Il dit à Motoko que le nombre de cyborgs sauvages a augmenté récemment, et il pense que c'est parce qu'il y a trop d'unités abandonnées dans la rue. Il explique que chaque fois qu'un nouveau modèle est lancé, les anciens sont abandonnés, et l'esprit des cyborgs ne peut pas supporter d'être abandonné, donc ils deviennent violents. Avec cela, la visite de l'installation de confinement est terminée, et l'expert en criminalistique dit que les robots disent juste aux gens d'arrêter de les traiter comme des objets jetables. Bato n'est pas vraiment d'accord avec lui, et dit qu'il devrait programmer les robots pour qu'ils se débrouillent même si leur vie devient difficile. Après cela, Motoko et Harimaki vont rencontrer Fatih, qui s'avère être un colonel important dans l'armée. Il ne cesse de se vanter de son aversion pour l'odeur synthétique des cyborgs. C'est pourquoi il regrette de perdre le modèle Tom Lian qui sentait beaucoup les humains. Il souligne qu'il peut sentir que même Motoko est un cyborg et non un humain, ce qui l'énerve, mais ce n'est pas de cela qu'Aramaki est là pour parler. Il dit au colonel qu'ils vont retirer sa sécurité, car l'incident avec le cyborg plus tôt n'était pas une attaque terroriste visant sa vie, donc il sera bien avec sa sécurité habituelle. Le colonel ne peut pas accepter cela et court après Aramaki pour l'arrêter, mais sa carrure n'est pas vraiment athlétique et il commence à transpirer et à haleter au moment où il atteint la porte. Sur le chemin du retour, Motoko demande à Aramaki qui est ce type. Et il dit que le colonel était l'ancien chef de la division d'enquête, et à son apogée, il était connu sous le nom de Diable Rouge. Aramaki dit qu'il doit sa position actuelle au colonel, qui a été attaqué par un modèle Tom Lian défectueux il y a 2 jours.
Ils ont été appelés ici pour évaluer s'il s'agissait d'une attaque terroriste contre la vie du vieil homme. Mais comme ce n'était pas le cas, ils ne lui fourniront pas de sécurité supplémentaire. Motoko lui demande s'ils vont abandonner ses affaires alors. Mais Aramaki dit qu'ils doivent encore enquêter, car lorsqu'ils ont examiné les restes du cyborg défectueux, ils ont trouvé un message écrit dans son cerveau. Aramaki dit qu'ils ont trouvé 8 cyborgs avec un message, et le cerveau derrière cela demande probablement leur aide. Seule la police est au courant des messages pour le moment. Mais Motoko dit que les inspecteurs de contrôle qualité à l'usine doivent aussi être au courant. Aramaki lui dit de commencer à enquêter sur cette affaire. Inconscient que le président de Hanka Industries, qui fabrique le modèle Tom Lian, a déjà commencé à s'en occuper, il convoque l'inspecteur en chef des expéditions de l'usine et lui demande s'il a mis le message dans 23 cyborgs. L'inspecteur essaye de feindre l'ignorance, alors les hommes de main du président lui brisent le dos, puis lui injectent un sérum de vérité pendant qu'il rit et lui dit qu'il n'aurait pas dû le faire. L'inspecteur dit qu'il va signaler cela au syndicat, mais le président s'en prend à lui, disant qu'une fois qu'il aura entièrement mécanisé ses usines, il n'aura plus besoin de syndicat. Il parle de la façon dont il a envoyé des modèles spéciaux à des clients VIP, et 7 d'entre eux sont devenus fous, mais ont été détruits rapidement. Ils ont récupéré les autres, mais 2 d'entre eux sont toujours manquants, et le président ne veut pas que quiconque analyse leur logiciel après avoir vu le message dans leur cerveau. Le sérum de vérité agit soudainement, et l'inspecteur dit qu'Adam et Link, qui sont au stade 4 d'imprégnation, lui ont demandé de le faire, et il a aussi reçu quelque chose en retour. L'homme s'effondre avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, et le président dit à ses hommes de main de l'utiliser comme bouc émissaire pour régler tous les problèmes. Peu après, Tagu et Bato arrivent à l'usine pour trouver l'inspecteur, et à leur grande surprise, il est déjà à la porte, titubant comme un ivre. Il s'approche de lui pour parler des bots défectueux, mais juste à ce moment-là, le tireur d'élite du président lui éclate la tête. Tagu et Bato se cachent derrière la porte pendant que le tireur d'élite tire sur eux. Tagu le force à reculer en le frôlant plusieurs fois. Bato utilise son ouïe améliorée pour localiser le tireur et il dit à Tagu de le suivre en chargeant à l'intérieur. Tagu le poursuit en lui disant de lâcher son arme s'il ne veut pas d'une balle dans la tête. Mais le tireur commence à tirer en se retournant et Tagu ne survit que parce que Bato le fait trébucher juste avant qu'une balle ne l'atteigne. Quand Bato arrive pour l'appréhender, il est choqué de voir Fuchai qui révèle que Motoko a ordonné de les suivre et de fournir un soutien si nécessaire. Une fois tout réglé, Bato demande à Fuchai de vérifier le périmètre pour voir si le tireur a des complices. Le tireur continue de l'insulter, mais Bato s'en fiche. Il le frappe d'abord et pose des questions ensuite. En commençant par son passé de soldat en Afghanistan, le tireur est choqué d'entendre cela et demande comment Bato le sait. Bato pointe la cicatrice sur sa lèvre et dit qu'il l'a sûrement eue en étant torturé par un type appelé le dentiste. Le tireur se trouble en entendant ce nom, mais refuse toujours de parler. Alors Bato décide de lui montrer qu'il sait aussi 1 ou 2 choses sur la torture. Il sort un couteau et le met entre les dents du tireur, et au moment où Tagu redevient normal, il a obtenu suffisamment d'informations. Bato lui dit que le tireur travaille pour un boss Yakuza, qu'il a envoyé ici pour se venger du cyborg Tom Lian, devenu fou. Bato réalise que leur travail ici n'est pas terminé, alors il fait déverrouiller la porte par Fuchai et infiltre l'usine avec Tagu. Bientôt, il entend des enfants crier et lutter, et en les trouvant, il voit un androïde du président essayer d'emmener les enfants Adam et Link dans une installation. Pendant que le garde cyborg est distrait, les enfants s'enfuient et Bato les poursuit, tandis que Tagu reste derrière pour se battre avec le clanker. Il lui frappe les circuits, tandis que Tagu trouve les 2 enfants cachés dans une installation de doublage fantôme. Il les voit se battre parce qu'un d'eux pense que Bato est un flic là pour les aider, tandis que l'autre n'est pas d'accord. Bato s'approche et leur demande s'ils ont laissé le message dans les cyborgs, et ils acquiescent, disant que leur ami a tout planifié, mais il est mort après qu'ils aient extrait son fantôme. Les enfants ne se soucient pas de ça car ils étaient en danger en premier. Juste à ce moment, Fuchai contacte Bato, lui disant qu'il a trouvé 20 ingénieurs, mais que la chambre du président était vide. Au même moment, Bato entend le couvercle de drainage s'ouvrir. À sa grande surprise, c'est Tagu qui a décidé d'utiliser le canal de drainage parce qu'il ne pouvait pas atteindre Bato. Tagu dit qu'il vient de voir le président partir en voiture et Bato lui dit qu'ils doivent se dépêcher de l'attraper.
Ils atteignent le port quand le président, dont le cerveau est enfermé dans une boîte en métal, évacue avec ses scientifiques et 5 robots. Dès qu'il voit une voiture s'approcher, le président glisse du pont étroit et tombe dans les égouts. Quand Bato et Tagu l'atteignent, il tombe dans la boue épaisse. Il décide de laisser la police le sortir, car un androïde comme lui peut survivre longtemps sans oxygène, et il mérite de rester là le plus longtemps possible. Une fois l'affaire résolue, Aramaki et Motoko retournent voir le colonel, qui fait semblant d'être horrifié d'apprendre que le président volait les fantômes d'enfants pour créer des cyborgs. Cependant, Aramaki a déjà trouvé des liens le connectant au président. Bato lui dit d'arrêter, car le nouveau droïde appartient à une autre unité. Mais Fuchai se branche sur le nouveau droïde et accède directement à son esprit. Soudain, Fuchai découvre que le droïde devant lui est une réplique exacte de son esprit. Fuchai fait une scène car il était sur le point d'atteindre l'illumination, mais Motoko lui dit de se concentrer sur son travail. Ils arrivent bientôt dans un ancien bâtiment et Motoko reste dehors dans la neige pendant que ses bots scannent la zone. Soudain, Fuchai la contacte et dit que les droïdes veulent de l'huile naturelle. Motoko rejette immédiatement cette demande et les droïdes font une scène en disant qu'ils détestent l'huile synthétique. Motoko leur explique que l'huile naturelle peut causer des problèmes comme la moisissure et le gel, et Fuchai répond que Bato met de l'huile naturelle dans son droïde. Motoko dit que Bato est un idiot et retourne observer Aramaki et son invité. À distance, Tagu la contacte et dit qu'Aramaki leur a dit qu'il allait raccompagner la diplomate Mami dans quelques minutes. Cependant, il lui parle depuis 15 minutes et Tagu pense qu'Aramaki a un faible pour elle. Motoko répond que l'hélicoptère met du temps à arriver et Aramaki doit s'assurer personnellement que la diplomate est en sécurité jusqu'à ce qu'elle entre dans son pod antiterrorisme. Pendant ce temps, l'hélicoptère arrive et la diplomate Mifu dit à Aramaki que quand sa ville sera aussi développée que la leur, elle aimerait l'inviter. Aramaki répond qu'il n'est pas immortel comme elle et il flirtait un peu. Avec cela, son hélicoptère décolle et Aramaki dit à Motoko et à l'équipe de venir à lui car il se dirige vers le Grand Nord. Une fois dans leur avion, Aramaki informe l'équipe Shell sur leur prochaine mission. Il commence par donner des informations sur un cyborg de 26 ans nommé Coil, venant du pays de Metu. Aramaki dit que Coil est conçu pour le combat avec des implants en titane sur tout le corps. Il informe l'équipe que Coil prend actuellement un train de son pays vers le Japon car il est une arme vivante et n'est pas autorisé à prendre l'avion. L'équipe se demande qui s'occupe de lui et Aramaki leur dit qu'un nouveau venu nommé Yano, choisi par Bato, accompagne Coil. Motoko demande à Aramaki pourquoi ils doivent tous être autour d'un cyborg guerrier et il explique qu'il y a plusieurs facteurs en jeu. La société Sagawa essaie d'étendre ses opérations et leur prochaine destination est une ancienne base militaire. Aramaki doute que la société Sugawa ait de mauvaises intentions, et comme ils essaient d'atteindre la base militaire en même temps qu'un agent étranger entre dans le pays, les deux choses pourraient être liées. En même temps, Bato est à l'académie de police. Entraînant des débutants à tirer, il se fâche contre eux lorsqu'ils essaient d'être stylés en tirant, car c'est ainsi que les gens se font tuer au combat. Juste à ce moment-là, l'opérateur lui envoie un message de Motoko, lui disant de les rejoindre dans le Grand Nord. Bato jette immédiatement son chapeau car il attendait une mission. Il commence à s'éloigner en disant aux recrues de se plaindre moins et de travailler plus. Il s'avère que le Grand Nord n'est pas qu'une direction, mais une ancienne ville cybernétique remplie d'analystes de données et de courtiers. Motoko dit à Ishii de retrouver Bato et de suivre Coil et Yano. Il quitte immédiatement l'avion dans son droïde et Tagu commence à préparer des munitions pour un combat. Il demande ce que Coil est venu faire ici et Bor répond qu'il n'est certainement pas là juste pour le tourisme. Il dit qu'il est plus intéressé de savoir ce que la société Sagawa veut faire avec l'ancienne base militaire. Motoko leur dit de vérifier la base militaire pendant qu'elle va voir les bureaux de Sagawa. Elle leur dit d'utiliser uniquement des liens directs pour communiquer à partir de maintenant, car toute communication sans fil peut être piratée dans cette ville. Bientôt, Motoko se trouve dans la partie sombre de la ville cyberpunk, et elle dit à Fuchai de rester près d'elle. Cependant, le droïde est distrait par un premier vendeur de rue qui vend un appareil ancien. Il demande immédiatement des informations, et la serveuse Hooters qui le vend essaye de lui demander s'il peut même le payer.
Fuchai tend la main pour échanger contre l'appareil, mais elle lui crie de déguerpir car cela ne couvre même pas le coup. Fuchai essaye de l'attirer avec sa mignonnerie et son impuissance, mais quand elle ne réagit pas à ses larmes de lubrifiant, il saisit simplement l'appareil et s'enfuit. Cela énerve la femme qui sort un fusil d'assaut, mais son partenaire lui dit de laisser tomber ce travail et d'ouvrir un compte OnlyFans. En même temps, le président de la société Segawa reçoit une image du droïde invisible d'Ishi sautant de l'avion. Il est impressionné par le niveau de technologie que possèdent les invités indésirables, et il dit à son subordonné de faire tout ce qu'il faut pour les retrouver et les renvoyer chez eux. L'homme répond que les seules équipes utilisant ce niveau de technologie sont directement sous le Premier ministre, donc ils ne peuvent pas mettre de pression sur eux. Mais le président pense que c'est des conneries et lui demande de s'en occuper à tout prix. Quelques heures plus tard, Bato arrive à la gare et se précipite immédiatement à l'infirmerie pour voir le corps sans vie du débutant nommé Yano. Ishii est déjà là, et il dit que Coyle ne se souciait pas de cacher ses traces et qu'il a tué Yano pour s'en débarrasser. Bato est furieux en voyant le corps de son élève et appelle immédiatement Aramaki pour des réponses. Il l'engueule pour avoir envoyé un novice seul après un cyborg de combat, mais Ishii lui demande de se calmer car crier sur un visage de singe ne les aidera pas. Ishii sait que Bato se sent coupable car c'est lui qui a choisi Yano pour cette mission et lui dit d'utiliser cette culpabilité pour terminer rapidement cette mission. Bato est toujours rempli de rage et de désespoir, alors il part à la recherche de Coyle pour en finir avec lui. Pendant ce temps, en ville, Motoko reçoit le rapport sur ce qui s'est passé, tandis qu'un groupe de voyous tire sur des gens juste pour le plaisir. Cependant, lorsqu'ils attaquent Motoko par derrière, elle se fâche et tire immédiatement sur les voyous, provoquant l'accident de leur fourgonnette. Tout le monde autour d'elle est seulement légèrement choqué de voir ça, et Motoko sort simplement la hache de son dos et cherche quelqu'un qu'elle connaît. Elle trouve bientôt le clown qu'elle cherchait en train de frapper un nerd dans une ruelle sombre. Il la reconnaît immédiatement aussi et Motoko lui demande s'il peut l'emmener rapidement voir le hacker Kroldan. Le voyou ne perd pas de temps pour conduire Motoko là où se trouve le hacker, car il sait à quel point il peut être dangereux de la contrarier. Une fois arrivé dans la chambre du hacker, il dit que quelqu'un est là pour le rencontrer, mais quand il se retourne, Motoko n'est nulle part à voir. Cependant, elle est toujours là, cachée sous son manteau d'invisibilité, car elle ne veut pas que le hacker, un informaticien d'âge moyen, voit son visage. Elle lui dit qu'elle a besoin d'informations sur la Sagawa Corporation, et il est heureux de l'aider, car il les déteste. Il parle de la façon dont ils ont pris le contrôle des ressources ici après la fin du traité de paix, mais il ne pense pas qu'il représente une véritable menace, car il en sait plus sur la politique que mon oncle au chômage et sait que l'entreprise n'a pas de véritable pouvoir. Pendant qu'il parle de politique, il pirate le bureau du responsable de la sécurité de la Sagawa Corporation et donne à Motoko un accès direct à tout. Il propose de faire encore plus si elle le souhaite, et elle lui dit qu'il n'aurait pas dû quitter son emploi gouvernemental pour devenir hacker. Elle lui demande ce que ses pauvres parents penseraient s'ils apprenaient que leur fils était retranché dans une ville louche avec des poupées qui coûtent des millions. Le hacker rit nerveusement en entendant cela et dit à Motoko qu'il ne lui facturera rien pour ce travail si elle cache son secret à ses parents. En même temps, Bato et Ishii arrivent à l'usine sur l'ancienne base militaire, et ils décident de s'infiltrer pour découvrir ce qui se passe. Malheureusement, la poussière et la fumée dans l'usine rendent leur camouflage thermique inutile. Et ensuite, à cause du temps froid, l'huile naturelle à l'intérieur des droïdes gèle. Ils tombent au sol et les ouvriers de l'usine se mettent en colère. Pensant qu'un fonctionnaire du gouvernement est là pour les embêter à nouveau, Bato joue immédiatement le jeu, disant aux ouvriers qu'il y a eu une fuite de radiation dans l'usine et qu'ils doivent évacuer immédiatement. Le contremaître panique en entendant cela, mais ensuite Bato lui demande si quelqu'un d'autre est venu ici avant eux. Le contremaître lui dit qu'il y avait un autre duo ici avec une équipe de 6 du bureau principal, et un étranger qui ressemblait à un bureaucrate. Bato réalise que les ennemis sont déjà là, et dit à Ishii qu'ils doivent se dépêcher. Mais dès qu'ils entrent dans l'usine, des explosions les prennent par surprise. Vato essaye d'éviter les explosions, mais son droïde commence à mal fonctionner car son huile de frein a gelé. Vato maudit le droïde, le traitant de tas de ferraille inutiles, quand soudain, un droïde ennemi se jette sur lui. Il est sur le point de tirer sur Bato à bout portant quand Tagu vient à la rescousse et tire sur l'ennemi. Bato lui dit de s'occuper des choses ici
pendant qu'il descend en rappel au dernier étage. Il trouve un petit bateau à moteur chargé de barres d'or. Et avant qu'il puisse même formuler une théorie, il voit le cyborg de combat Coil devant lui. Tenant 2 sacs pleins de barres d'or, Coil les lâche et se précipite vers Bateau à une vitesse fulgurante, le désarmant immédiatement. Il essaye de le finir rapidement, mais Bateau est plus fort et plus expérimenté que lui. Il esquive l'attaque de Coil, puis le plaque au sol avant de lui arracher son bras en titane. Coil le repousse et utilise les ampoules sur sa tête pour commander son droïde à distance pour attaquer. Le droïde immobilise Bateau et ouvre le feu sur lui, mais pas avant que Bateau ne donne un coup de pied pour faire tomber l'arme. Coil s'enfuit en profitant de cette occasion, mais juste à ce moment-là, Ishii arrive et tire sur le droïde qui maintient Bateau au sol. Bateau prend immédiatement visée et dit à Coil de s'arrêter, mais il n'écoute pas, alors il le tue. Tagu atterrit à côté de lui juste à ce moment-là et dit qu'il n'aurait pas dû tuer Coil car ils ne peuvent plus obtenir d'informations de lui maintenant. Bateau ne veut rien entendre, mais Ishii est d'accord avec Tagu. Il dit que tous les droïdes étaient contrôlés par Coil, donc ils n'ont personne d'autre à interroger. Cependant, Bateau pense qu'ils ont déjà trouvé quelques réponses. Tout d'abord, Coil utilisait des droïdes militaires, et ensuite, il tentait de faire sortir de l'or de cette usine, ce qui signifie que la Sagawa Corporation et l'armée sont dans le coup. Pendant ce temps, Motoko est à l'extérieur du siège de la Sagawa Corporation avec Abiphas II, qui lui demande si elle ne pourrait pas simplement pirater l'entrée. Elle répond que cela la rendrait vulnérable au piratage, donc elle va le faire à l'ancienne. Il prend congé et Motoko entre, disant à la réception qu'elle est photographe et qu'elle est là pour prendre des photos pour un journal. Elle a aussi un pass d'accès total qui rend son histoire crédible, et le système de sécurité lui permet de voir le président. Cependant, au lieu d'aller au bureau du président, Motoko se faufile pour découvrir ce qui se passe. Elle ne trouve personne dans le bâtiment, mais en voyant un robot de sécurité s'approcher, elle sort son arme par réflexe. Le robot le remarque et lui demande de s'identifier, mais Motoko panique et lui tire dessus, regrettant sa stupidité de ne pas avoir joué la sécurité alors qu'elle avait une couverture infaillible. Quoi qu'il en soit, elle tombe dans le bureau du président qui dit au contremaître qu'il n'y a pas de fuite de radiation et qu'il est renvoyé. Il panique en voyant Motoko et essaye de taper des commandes d'urgence. Cependant, Motoko lui tire dessus en une fraction de seconde, réalisant ensuite qu'il s'agit d'un robot. Elle essaye de trouver le vrai président en piratant sa mémoire, mais il n'y a rien de clair. Elle ne voit que la vente de terrain entre 2 parties avec des noms cachés, et juste au moment où elle s'apprête à comprendre, une statue en pierre essaye de lui écraser la tête par derrière. Motoko lui tire dans la main, et la statue la projette avant de commencer à lui parler à travers une tête de statue sur le mur. L'homme qui contrôle la statue la connaît de son temps dans l'armée, et Motoko le reconnaît comme le lieutenant-colonel Sohei, le chef des opérations spéciales du Grand Nord. L'homme panique en entendant son identité révélée, puis Motoko devient invisible, le faisant agir frénétiquement. Motoko dit qu'elle gardera le disque mémoire, car c'est une preuve suffisante de ses actes malveillants. Sohei décide de fuir les lieux le plus vite possible. Il se déconnecte de la tête de statue et se connecte à son corps principal, qui est une statue féminine dans le pilier voisin. Cependant, comme il n'a pas utilisé son corps principal depuis si longtemps, il est grippé et lent. Il essaye de s'enfuir, mais Motoko l'attend. Elle l'attaque par surprise et l'appelle un monstre d'avoir vécu dans une statue féminine toutes ces années, mais lui dit que son petit jeu est terminé car il est maintenant en état d'arrestation. Ensuite, Motoko rencontre Aramaki pour lui donner le rapport, et il lui dit que Sohei a été envoyé par le gouvernement pour surveiller la Sagawa Corporation, mais qu'il a été corrompu par un pouvoir et de l'argent incontrôlé. Il a dû finir par les aider à accroître leur influence et a fait passer de l'or vers des pays voisins pour un profit personnel. Sur ce, Aramaki dit à Motoko d'aller avec Bateau, qui est allé rendre hommage à la famille de Yano. Ils se rendent à la tombe militaire où tous ceux qui meurent en service reçoivent un dernier repos, et Motoko et Bateau essaient de rationaliser leur culpabilité en regardant la famille de Yano qui lutte avec la perte. Quelques semaines plus tard, Motoko s'habille en uniforme militaire officiel pour assister à une réunion, et son petit ami lui dit qu'elle a meilleure mine en collant que d'habitude. Il retourne ensuite à fumer son cigare et à lire le journal, et Motoko l'embrasse juste au moment où la sonnette retentit. Motoko vérifie le Judas
et découvrent que c'est leur voisin qui prétend être un artiste de manga et qui est toujours grincheux de ne pas avoir assez de temps calme pour travailler. Motoko décide de s'excuser auprès de lui pour avoir fait trop de bruit la nuit dernière, mais dès qu'il touche la poignée de la porte, elle entend un fusil à pompe se préparer à tirer à l'extérieur. Grâce à cela, elle parvient à s'éloigner de la porte avant que les balles ne percent un trou dans celle-ci, et son petit ami se précipite pour la protéger. Motoko lui dit de rester en arrière et tire à travers la porte pour abattre l'attaquant. Elle vérifie ensuite l'état de l'attaquant, et à son horreur, il a une bombe à shrapnel artisanale attachée à lui qui explose quelques secondes plus tard. En même temps, Aramaki discute avec un haut responsable militaire d'un autre pays, et ils échangent leur philosophie pour contrôler le terrorisme. Juste à ce moment-là, Aramaki reçoit un appel de l'opérateur l'informant qu'il y a eu une explosion dans l'appartement de Motoko et qu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Aramaki ordonne immédiatement à l'opérateur de fermer les aéroports et les ports voisins et de mettre toute l'équipe neuve en attente. Il appelle ensuite Bato, et tous deux se précipitent à l'hôpital pour vérifier l'état de Motoko. Ils arrivent à l'hôpital en 12 minutes et courent vers l'ascenseur, mais celui-ci prend son temps. Aramaki dit donc à Bato de prendre les escaliers. Bato suit ses ordres et fait irruption dans une salle d'opération. Mais à sa grande surprise, Motoko va très bien et son petit ami aussi. Motoko se tourne vers son petit ami et dit que puisque les membres de son équipe sont arrivés avant ceux de son équipe à lui, elle a gagné le pari. Il essaie de lui payer avec un billet à moitié brûlé, mais elle lui dit d'en prendre des neufs à la banque. Juste à ce moment-là, Aramaki arrive aussi, et il s'en prend à Motoko de ne pas leur avoir dit qu'elle n'était pas blessée. La seconde suivante, il reçoit un appel d'Ishi, mais lui dit de le mettre en attente. Motoko réalise qu'il se passe quelque chose et dit à son petit ami qu'elle l'appellera plus tard. C'est son signal pour partir. Bato le salue joyeusement avant de taquiner Motoko, lui demandant si c'est le gars avec qui elle sort en secret depuis 7 mois. Elle lui dit d'arrêter, mais quand il demande si c'est sa plus longue relation, elle lui lance sa tasse au visage. Aramaki dit alors à Ishii de faire son rapport car c'est lui qui enquête sur l'appartement de Motoko. Ishii explique que l'assaillant a tiré une seule balle et que Motoko lui a vidé un chargeur. La bombe n'était pas fabriquée professionnellement et celui qui contrôlait l'assaillant a donné à Motoko le temps de se mettre à l'abri. Motoko dit à Ishii qu'il pourrait aussi être ciblé, donc il devrait prendre une autre voiture en quittant son immeuble. Aramaki lui demande si elle soupçonne quelqu'un et Motoko est assez sûre de savoir qui l'a attaqué. C'est un terroriste nommé Soma, la seule personne que son équipe n'a pas pu assassiner lorsqu'elle était militaire. Aramaki lui demande si elle en est sûre, et elle confirme, disant qu'elle a utilisé la même tactique pour tuer 6 de ses hommes. Elle pensait qu'il était mort aussi, mais il a survécu et revient pour se venger. Motoko raconte que ce terroriste a kidnappé 2 de ses hommes, les a torturés et tués. En guise de revanche, Motoko a fait attaquer Soma par son fils à travers la porte, et le terroriste l'a abattu sans réaliser qui il visait. Motoko dit qu'elle n'a aucun regret car le garçon parlait de son plaisir à torturer les soldats, et elle a placé une bombe sur son corps pour qu'il élimine la bande de Soma, même s'il mourait. Après l'explosion, elle est entrée dans la pièce pour confirmer les morts, mais à sa grande surprise, elle a découvert que Soma avait échappé en utilisant une armure de combat. Aramaki comprend tout maintenant et ordonne à Ishii d'enquêter sur le terroriste Soma et son contrôleur. Il ordonne à Bato de suivre la piste des armes, puis Motoko l'interrompt. Elle sait qu'elle n'est pas censée participer à cette affaire selon les protocoles, mais elle le veut vraiment. Aramaki lui dit que les protocoles peuvent aller au diable car il a besoin d'elle comme appât pour attraper le terroriste. Motoko est stupéfaite d'entendre cela et Aramaki lui dit de se mettre délibérément en danger et il enverra Tagu pour la soutenir. Après un moment, Bato quitte l'hôpital, toujours grognon à cause de la tasse que Motoko lui a lancée quand Tagu passe à côté de lui. Il dit soudain à Bato que s'il a besoin d'aide avec sa voiture, il est prêt à donner un coup de main, ce qui fait paniquer Bato en se demandant si sa voiture a aussi été piégée. Pendant ce temps, le petit ami de Motoko reçoit aussi des détails sur l'attaque terroriste et décide de retourner à son quartier général. Juste à ce moment-là, Motoko sort de sa chambre et lui demande s'il a montré sa photo à quelqu'un ou s'il a donné son nom et son adresse. Il décide d'être honnête et dit qu'il a fait vérifier son passé à cause d'un incident passé où la femme d'un soldat s'est révélée être une espionne pour un groupe de mercenaires.
Il dit à Motoko que le chef de l'équipe 1 et 2 de ses hommes sont au courant d'elle, mais cela ne l'affecte pas du tout. Elle lui dit froidement qu'elle s'y attendait et lui demande de ne pas se sentir coupable car elle a aussi fait des vérifications sur lui. Elle quitte ensuite le bâtiment avec Tagu qui s'arrête pour vérifier Bato qui démonte sa voiture pièce par pièce pour voir s'il y a une bombe. Tagu lui dit d'appeler l'équipe de déminage car ce sera plus rapide, mais Bato pense que ce serait une insulte à sa virilité. Et en plus, tout le monde se moquera de lui pour ça. Tagu l'ignore et monte dans sa voiture, tandis qu'une ambulance arrive et que le conducteur se dispute avec Bato pour avoir réparé sa voiture devant l'entrée de l'hôpital. En même temps, l'atmosphère dans la voiture est gênante et Tagu dit que les choses auraient été plus faciles si le petit ami de Motoko était un civil. Elle acquiesce en ayant l'air distante et perdue, mais elle lui demande soudain de tourner à gauche. Tagu obéit, mais ensuite Motoko lui dit de tourner à gauche à nouveau car elle voulait confirmer que quelqu'un les suit. Elle dit à Tagu que les suiveurs auront réalisé qu'ils ont été repérés, donc ils essaieront d'attaquer. Elle lui dit de se diriger vers la zone déserte la plus proche, qui est une usine abandonnée à 15 minutes au sud. Motoko lui demande ensuite s'il a son droïde prêt, et Tagu lui dit que le droïde les suit juste assez loin pour que les stalkers ne le remarquent pas. Il est curieux des motivations des stalkers car s'ils voulaient vraiment tuer Motoko, l'hôpital aurait été un meilleur endroit. Elle pense qu'ils veulent probablement s'amuser à la tuer, mais même s'ils ont une autre raison, elle prévoit de le découvrir une fois qu'ils captureront les stalkers. Alors que Tagu se précipite vers l'usine abandonnée, Ishii rend visite à un agent de renseignement en portant un manteau d'invisibilité. L'agent sent que quelque chose ne va pas et essaie d'atteindre le revolver dans son tiroir, mais il commence à flotter dans les airs avant qu'il puisse l'attraper. L'agent réalise que quelqu'un utilise un camouflage thermique et Ishii montre son badge pour lui dire qu'il est un policier qui a pris rendez-vous plus tôt. L'agent ferme instantanément toutes les fenêtres pour que personne ne puisse les voir et demande à Ishii ce qu'il veut. Il répond qu'il a besoin d'informations sur le terroriste nommé Soma, car l'agent est celui qui surveille son groupe terroriste. Cependant, il répond qu'il s'occupe de tout le monde sauf de Soma, qui est trop confiant et ambitieux. L'agent explique que Soma ne voulait pas rester dans une petite bande, alors il est allé voir la famille Benton, la plus grande mafia de la région. Il leur a proposé de les approvisionner, mais la famille Benton a refusé car ils avaient déjà des sources fiables. L'homme sort alors des documents sur Soma, y compris sa photo récente, et Ishii les prend avant de partir discrètement. Pendant ce temps, Motoko et Tagu arrivent à l'usine, et Tagu espère que tout se terminera vite. Motoko lui dit de ne pas penser comme ça car ils n'ont aucune idée de la force de leur ennemi. Ils se cachent dans l'usine et voient les terroristes sortir de leur voiture avec des armes avancées et Motoko réalise qu'ils sont plutôt bien entraînés. Soudain, un bruit les surprend et Tagu se retourne pour tirer sur quiconque semble suspect. À sa grande surprise, un sans-abri se trouve devant lui qui vient de se réveiller. Il n'est pas le seul à chercher refuge ici car l'usine est pleine d'hommes sans-abri sales qui pensent que Tagu et Motoko sont des flics venus les chasser. Tagu leur dit de quitter le bâtiment pendant quelques heures, tandis que Motoko remarque qu'un camion vient de s'arrêter devant l'usine. Elle dit à Tagu d'attaquer le camion avec son droïde, et il obéit immédiatement, tirant sur le camion et provoquant une énorme explosion. Cependant, cela ne suffit pas à détruire ce qu'il y avait à l'intérieur, et le camion riposte, détruisant le droïde de Tagu. Motoko demande immédiatement au quartier général d'envoyer au moins 4 droïdes entièrement chargés, car les enjeux viennent de monter. Elle dit à Tagu de faire semblant que son droïde est hors d'usage, car ils ne peuvent pas se permettre de le perdre maintenant. Juste à ce moment-là, un droïde imposant sort des flammes, et Baldi, à l'état-major, le reconnaît comme un char allemand fonctionnant avec une IA de combat avancée. Aramaki panique en entendant cela et dit à ses hommes de contacter le chef de la division des armes spéciales pour savoir s'ils ont perdu des chars spécialisés récemment. Pendant ce temps, Motoko et Tagu essaient de sortir discrètement de l'usine car ils savent qu'ils ne peuvent pas lutter contre le char à IA. Tagu lui demande s'ils ont d'autres plans que de fuir et elle lui dit qu'ils doivent gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts. Elle pense que l'affaire est devenue plus importante que Soma maintenant, car un petit terroriste comme lui ne peut pas avoir accès à une arme aussi puissante. Tagu demande si une organisation puissante aide Soma, mais Motoko lui dit que c'est inutile d'y penser. Ils atteignent leur voiture en parlant, mais malheureusement, les terroristes les repèrent et ouvrent le feu juste au moment où ils montent à l'intérieur. Les balles brisent le pare-brise
et Motoko et Tagu se précipitent dehors et se mettent à couvert. Motoko réalise que les terroristes utilisent des munitions à haute vitesse car des balles ordinaires ne feraient pas beaucoup de dégâts à leur voiture blindée. Juste à ce moment-là, le droïde allemand arrive et lui tire des grenades. Motoko évite d'être touchée, mais l'explosion la fait rouler directement vers un des terroristes. Elle sort rapidement son couteau et lui tranche la gorge avant même qu'il ait le temps de réagir. Mais le droïde est à ses trousses. Il continue de l'attaquer, mais Motoko esquive chacune de ses attaques et s'échappe par un mur brisé. Elle atterrit dans un tas de déchets et contacte immédiatement Tagu, lui disant que s'ils passent de toit en toit, ils peuvent échapper au droïde car il est trop lourd pour grimper. Cependant, elle ne reçoit aucune réponse de sa part et commence à craindre le pire. Soudain, elle remarque une ombre au coin et décide d'éliminer quiconque se trouve sur son chemin, même si elle a perdu un bras. Cependant, quand elle se précipite, la personne au coin se révèle être son petit ami. Il est aussi confus, mais Motoko ne lui laisse pas le temps de dire quoi que ce soit. Elle lui lance son couteau à l'épaule et s'enfuit, le laissant complètement confus. Motoko, quant à elle, est convaincue que l'escouade 1 est derrière l'attaque, et elle envoie immédiatement un message à Aramaki avant de broyer son talkie-walkie de rage. En même temps, Aramaki rencontre le chef de l'escouade 1, car il a découvert que le char allemand attaquant Motoko appartient à son escouade. Aramaki sort une arme et lui dit d'arrêter de s'en prendre à ses hommes immédiatement. Le chef de l'escouade panique et ordonne à ses troupes de se retirer avant d'expliquer la situation à Aramaki. Il dit qu'il menait une mission secrète pour découvrir la véritable identité du baron de la drogue, connu sous le nom d'Anaconda, et le prix pour des informations le concernant était la vie de Motoko. Aramaki comprend tout maintenant, et il demande au chef de l'escouade s'il a fait un accord avec Soma pour les informations. Il affirme, disant que puisque Anaconda est le partenaire de la famille Benton, le neutraliser facilitera l'élimination de toute la famille, et la seule victime de leur côté serait Motoko. Aramaki refuse de sacrifier Motoko et demande au chef de l'escouade où se trouve Soma. Il répond que Soma est à l'intérieur du char et qu'il ne sortira pas car il ne leur fait pas confiance. Aramaki déclare que l'escouade paiera cher pour cela et il part s'occuper de la situation tout en ordonnant à Baldi de garder un œil sur le chef de l'escouade 1. Pendant ce temps, les soldats de l'usine décident de se retirer après avoir reçu des ordres de leur chef. Mais le petit ami de Motoko a d'autres plans. Il décide d'aller après Soma pour protéger sa copine, mais ses hommes lui disent que ce n'est pas une bonne idée. Il s'en fiche et ordonne à l'un d'eux de lui apporter un lance-roquettes. À ce moment-là, Tagu arrive, saignant abondamment mais prêt à se battre jusqu'au dernier souffle. Le soldat lui dit de ne pas tirer car le combat est déjà fini. Tagu ne comprend pas ce qui se passe et contacte Motoko, mais elle est trop occupée à esquiver les attaques du tank. Le tank finit par manquer de munitions, mais alors que Motoko essaye de fuir, elle se rend compte que sa jambe est coincée sous les décombres. Le tank lui attrape la tête et commence à l'écraser. Quand le petit ami de Motoko essaye d'attaquer, il découvre que le lance-roquettes ne fonctionne pas car Soma les a sabotés. Il n'abandonne pas et se précipite pour libérer Motoko de l'emprise du tank par la force. Puis soudain, un missile anti-char frappe le tank, le détruisant immédiatement, grâce à Bohor, qui arrive à la dernière minute. Soma sort du tank en réalisant qu'il pourrait exploser à tout moment et le petit ami de Motoko le frappe au sol d'un seul coup. Bohor lance alors un pistolet à Motoko, qui vide le chargeur dans la tête de Soma. Ensuite, Motoko dit à Bohor d'emmener Tagu à l'hôpital rapidement, car il perd trop de sang. Pendant que son petit ami la soutient en sortant, Aramaki les attend déjà et dit à Motoko que le chef de l'équipe 1 était manipulé par Soma, qui ne savait probablement rien sur Anaconda. Le petit ami de Motoko panique en réalisant cela et dit que si Soma savait quelque chose, ils ont fait une énorme erreur en le tuant. Cependant, Motoko lui dit que quand elle portait son uniforme plus tôt, c'était pour rencontrer un ministre étranger et célébrer l'assassinat d'Anaconda par son pays. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci de regarder et à la prochaine fois.